Tonton, ne prends pas ça, l'infirmière a mis du poison, cria une petite mendiante à un millionnaire déjà sans espoir à l'hôpital, et sa vie changea à jamais. Le calme pesait lourdement sur la chambre 218 de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Les murs d'un blanc impersonnel semblaient absorber les battements d'un cœur lassé, celui de Philippe Moreau. Ancien magnate de la finance, aujourd'hui âgé de 68 ans, il reposait dans un lit médicalisé, branché à une perfusion dont il ne voulait plus. Ses yeux, autrefois perçants, contemplaient le plafond avec une indifférence glacée. Il avait cessé de parler depuis son admission, 3 semaines plus tôt, après un double malaise nerveux et cardiaque. Le personnel hospitalier l'appelait entre eux « le vieux millionnaire », rarement par son nom. Sa réputation le précédait, son héritier gâté, impliqué dans des scandales, des procès familiaux et des affaires d'évasion fiscale. Mais tout cela appartenait au passé. Aujourd'hui, Philippe ne voulait plus lutter. Il refusait les visites, ignorait les traitements et regardait le monde comme on contemple une pièce déjà terminée. Ces rares mots avaient été prononcés à son médecin « Laissez-moi finir en paix ». L'infirmière de garde, Sandrine, une femme stricte au visage fermé, entrait 2 fois par jour, vérifiant les constantes, remplaçant les perfusions, notant chaque variation. Elle ne lui adressait presque jamais la parole. De toute façon, il ne répondait pas. Les rideaux restaient tirés, la lumière faible et le silence omniprésent. Le souffle de l'oxygène artificiel semblait rythmer les dernières heures d'un homme qui n'attendait plus rien. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Vers 10 heures, alors que Sandrine venait d'entrer pour sa routine habituelle, une présence inhabituelle se manifesta. D'abord imperceptible, à peine un frémissement d'air dans le couloir, puis un bruissement léger, presque un souffle. Sandrine ne remarqua rien. Elle nettoya les mains, vérifia les branchements, ajusta le débit du liquide. Philippe, les paupières mi-closes, l'observait distraitement. Ce fut un mouvement, dans l'embrasure de la porte, qui le tira de sa torpeur. Une petite silhouette se tenait là, immobile. Mains derrière le dos, vêtements sales et froissés, cheveux en bataille. Une enfant. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses joues étaient creusées, ses yeux immenses, et elle le fixait, en silence. Philippe cligna des yeux, il crut à une hallucination. Il avait pris tant de médicaments ces derniers jours. Mais non, elle était bien là. Silencieuse, presque irréelle dans ce couloir blanc et aseptisé. Elle n'appartenait pas à ce lieu, ni à ce monde, pas à celui des riches et des malades sous perfusion. Elle venait d'ailleurs, de la rue, de l'oubli. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Sandrine, de dos, n'avait rien remarqué. L'enfant ne bougeait pas. Elle ne disait rien. Elle le regardait avec une intensité étrange, comme si elle le connaissait, comme si elle attendait quelque chose. Philippe sentit une tension étrange dans la poitrine. Ce regard, ce silence, tout sonnait faux, ou trop vrai. Il voulut tendre la main, mais ses doigts restèrent inertes. La fillette fit un pas en avant, elle allait entrer. Puis, brusquement, elle s'arrêta. Quelque chose dans son expression avait changé, un mélange de peur, d'urgence et de détermination. Et puis, elle disparut, aussi vite qu'elle était apparue. Philippe ferma les yeux. Était-ce un rêve? Un délire? Il n'en savait rien. Mais ce regard le hantait déjà. Il se tourna lentement vers Sandrine, qui remplissait encore les papiers. Elle leva brièvement les yeux. « Quelque chose ne va pas, monsieur Moreau ?» Il hésita. Avait-il seulement envie de parler, de raconter ce qu'il avait vu? Non, pas encore. Il se contenta de répondre d'une voix rauque et faible, presque un murmure. « Qui est? Dans le couloir ?» Sandrine fronça les sourcils. « Personne. Vous voulez que j'aille vérifier ?» Il secoua la tête. « Non, laissez tomber. » Elle haussa les épaules et retourna à son rapport. Mais Philippe, lui, ne pouvait plus détourner les yeux de la porte. Quelque chose venait de s'ouvrir dans le silence de la chambre 218. Et ce n'était pas la mort. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'apparition étrange de la fillette. Philippe n'avait rien dit à personne, pas même à son médecin. Il repassait inlassablement la scène dans son esprit, doutant de sa mémoire, de sa lucidité. Le visage de l'enfant s'était imprimé dans ses pensées comme une brûlure silencieuse. Qui était-elle? Une illusion née de la morphine, une silhouette sortie du passé. Il n'en savait rien. Mais quelque chose en lui, une tension qu'il croyait morte, était revenue à la vie. Une attente, une peur.
Ce matin-là, la routine reprenait comme toujours. L'infirmière Sandrine entra à 10 heures précises. Son visage demeurait impassible, presque froid. Dans sa main, elle tenait une seringue pré-remplie. Elle la fixa soigneusement au tube du perfuseur, vérifia les données inscrites sur le dossier posé sur la tablette et s'approcha du lit. « Nouvelle dose d'antidépresseur, monsieur Moreau. Rien de bien méchant, dit-elle mécaniquement. Philippe ne répondit pas. Il fixait le plafond, les pensées ailleurs. Il n'avait même pas regardé ce que Sandrine manipulait. Il n'en avait plus la force. Mais soudain, un cri fendit l'air. « Talenton, ne prends pas ça, elle a mis du poison. » La voix aiguë perça comme un coup de tonnerre dans le silence. Philippe tourna brusquement la tête. La fillette était là, dans l'encadrement de la porte, haletante, les cheveux en désordre, les yeux écarquillés de terreur. Elle pointait Sandrine du doigt. « Elle veut te tuer !» La seringue trembla dans la main de l'infirmière. Tout se passa très vite. Sandrine recula d'un pas, surprise, confuse. Philippe, figé, regardait tour à tour la petite fille et la seringue. « Sécurité !» cria Sandrine en appuyant sur le bouton d'appel. Des pas résonnèrent dans le couloir. 2 aides-soignants et un médecin surgirent. La petite s'enfuit aussitôt, rapide comme une ombre. Ils tentèrent de la suivre, mais elle disparut entre les couloirs, échappant à toute tentative de capture. Philippe, le souffle court, avait le regard rivé sur l'endroit où elle s'était tenue. « Qui était-ce » demanda le docteur. Sandrine, pâle, serrait la seringue contre elle. « Je ne sais pas. Une gamine. » Elle a crié « N'importe quoi, peut-être une fugueuse ?» Philippe murmura presque pour lui-même « Elle m'a appelé tonton ». Le mot flotta dans l'air comme une énigme. Le médecin fronça les sourcils. « Vous la connaissez ?»« Non, » répondit Philippe après un silence. « Mais elle savait mon prénom. Elle a dit que vous vouliez m'empoisonner, Sandrine. » L'infirmière écarquilla les yeux. « C'est absurde. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Je suis ici depuis 15 ans. Je suis infirmière en chef. Ce genre d'accusation est... » « Calmez-vous, Sandrine, dit le médecin. On va vérifier ce qu'elle a dit. C'est une enfant de la rue, une gamine folle. C'est peut-être vrai, mais on va quand même analyser cette seringue. » Sandrine, choquée, fut invitée à remettre la seringue à l'un des assistants. Elle s'exécuta à contre-cœur. Philippe la regardait maintenant avec méfiance. L'ombre du doute s'était glissée dans ses yeux. Ce qui, autrefois, aurait été balayé d'un revers de main, prenait maintenant une place étrange dans son esprit. « Elle est entrée ici sans que personne ne la voie ?»« C'est impossible, dit un aide-soignant. »« Les caméras, proposa Philippe. On va vérifier. » Le médecin ordonna une vérification complète des enregistrements et des entrées du service. Sandrine fut autorisée à terminer sa garde, mais une tension palpable flottait dans l'air. Le docteur promettait des réponses, mais Philippe savait que les vraies questions venaient tout juste d'émerger. Seul, plus tard, dans la journée, Philippe revit mentalement la scène. Le cri, le regard paniqué, le mot poison. Et surtout, ce mot prononcé avec une tendresse étrange, tonton. Il n'avait ni nièce ni famille proche. Personne ne l'appelait ainsi depuis l'enfance. Comment cet enfant pouvait-elle le connaître? Et pourquoi s'adresser à lui avec une telle urgence, une telle certitude? Il ferma les yeux et tenta de retrouver les traits de son visage. Elle semblait si jeune, si frêle. Et pourtant, elle avait bouleversé son monde en une seconde. Si elle disait la vérité, qui était cette infirmière en qui il avait placé une confiance machinale? Et si ce cri ne l'avait pas sauvé d'une hallucination, mais d'une mort réelle? Quand la nuit tomba, Philippe ne dormit pas. Il ne pensait plus à mourir. Il voulait comprendre. Le lendemain matin, l'agitation avait gagné tout l'étage de l'hôpital. Les couloirs autrefois tranquilles bruissaient maintenant de murmures, de questions, de regards inquiets. L'incident de la veille, bien qu'officiellement classé comme incident mineur, avait laissé une marque indélébile. Une enfant avait surgi, crié au poison et disparu comme une ombre. Et dans l'ombre, des doutes commençaient à naître. Philippe, éveillé depuis l'aube, attendait des réponses. Il ne reconnaissait plus le calme résigné de ses jours précédents. Il se sentait nerveux, alerte, comme un homme qui vient d'échapper à quelque chose sans encore savoir à quoi. Le souvenir du cri de la petite fille ne le quittait pas. Il avait entendu dans cette voix une peur sincère, une vérité que personne d'autre ne semblait vouloir admettre. En fin de matinée, le docteur Laforge entra dans la chambre, accompagné d'un agent de sécurité et d'un administrateur de l'hôpital.
Tous affichaient des visages tendus, officiels. « Monsieur Moreau, dit le médecin, nous avons mené des vérifications sur l'incident d'hier. Permettez-moi d'être franc, il n'y a aucune trace de cet enfant dans nos registres. Elle n'apparaît ni à l'entrée ni dans les caméras de surveillance. » « Rien du tout? Même pas une image d'elle dans les couloirs ?» demanda Philippe. « Rien. Les vidéos montrent le couloir vide juste avant l'incident. Puis, le personnel arrivant à l'appel de l'infirmière. Pas d'enfant. Alors, elle aurait été un fantôme ?» ironisa Philippe. Le docteur eut un sourire crispé. « Il est possible que vous ayez eu une hallucination, monsieur Moreau. Avec votre état et les médicaments ?»« Non, trancha Philippe. Je l'ai vue. Elle était réelle. Elle m'a regardé. Elle a parlé, elle savait mon prénom. » Un silence gêné suivit ces mots. L'administrateur intervint prudemment. « Bien entendu, nous prenons tout cela très au sérieux. C'est pourquoi nous avons aussi interrogé l'infirmière Sandrine. Elle maintient qu'elle n'a rien fait d'anormal. Son dossier est irréprochable. C'est ce que vous dites, mais cette seringue, elle a été analysée. » L'analyse est en cours. Nous aurons les résultats d'ici 2 jours. Philippe détourna le regard, agacé. Il sentait qu'on minimisait la situation, qu'on cherchait à le calmer plutôt qu'à comprendre. Il décida alors de prendre les choses en main. Dès que les visiteurs furent partis, il utilisa le téléphone fixe à côté de son lit. Il composa le numéro d'un vieil ami, un ancien détective privé devenu consultant discret. Luc Garnier. « Garnier, c'est Moreau. »« Philippe, bon sang, tu es vivant. J'ai entendu dire que tu étais mourant. »« Pas encore. Écoute, j'ai besoin de toi. Urgent, une histoire étrange. Une gamine, un cri, peut-être une tentative de meurtre. Tu sais choisir tes mots pour piquer ma curiosité. J'arrive. » Moins de 2 heures plus tard, Luc Garnier entrait discrètement dans la chambre, sous prétexte d'être un cousin éloigné. Il portait un carnet de notes, une tablette, et ce regard de chien de chasse qui flairait une affaire. Philippe, lui, raconta tout. L'apparition de la petite, le cri, la seringue, l'absence d'image. Garnier prit note, hochant la tête avec attention. « À une enfant qui t'appelle tonton, qui connaît ton nom, qui disparaît comme une ombre et accuse une infirmière en chef de tentative d'empoisonnement. Tu sais que si c'était une série, je dirais que c'est trop gros. Et pourtant, c'est arrivé. Tu penses qu'elle te connaît? Je n'ai aucune idée, mais ce regard, c'était personnel. » Luc se leva. « Je vais enquêter. Je commencerai par les alentours de l'hôpital. Une fille dans cet état, ça laisse des traces. Et je parlerai à quelques contacts à la préfecture. » Pendant ce temps, l'hôpital poursuivait son enquête interne. Sandrine, bien que maintenue en poste, montrait des signes de nervosité. Elle évitait le regard de Philippe, et ses gestes, d'habitude précis, devenaient plus brusques. Un technicien du service informatique, intrigué par l'absence de la fillette sur les vidéos, poussa son investigation plus loin. Il découvrit que certains segments d'enregistrement avaient été endommagés, comme effacés intentionnellement. Il en informa un supérieur, qui, au lieu de transmettre l'information, choisit de garder le silence. Le système hospitalier, surtout face à un patient influent, préférait étouffer les anomalies plutôt que de les exposer. Mais Philippe, lui, n'était plus du genre à se taire. Il avait compris une chose essentielle. L'enfant avait dit la vérité. Et si elle savait quelque chose, si elle était venue pour l'alerter, alors elle courait peut-être un danger. Et surtout, il fallait répondre à une question qui le hantait plus que toutes les autres. Qui était-elle, cet enfant venu du néant, qui l'appelait tonton et prétendait le sauver? Il jura silencieusement qu'il la retrouverait. Quoi qu'il en coûte. Le matin du 4e jour, la lumière grise de Paris s'étalait sur les rideaux de la chambre 218. Philippe Moreau s'éveilla d'un sommeil agité, le cœur battant encore des images confuses qu'il avait traversées durant la nuit. Des bruits de pas, des rires d'enfants, un prénom soufflé dans le noir. Mais au réveil, rien de tout cela ne demeurait net. Seul un sentiment d'urgence persistait. Luc Garnier revint vers midi, les traits tirés, l'air soucieux. « J'avais parlé à quelques personnes dans les alentours », dit-il en s'asseyant sans cérémonie au bord du lit. « Des agents de sécurité, des infirmières qui n'ont rien noté d'inhabituel, bien sûr. Mais j'ai surtout passé la nuit à relire d'anciens articles de presse sur toi, et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. » Il sortit une feuille imprimée. Dessus, une coupure d'un vieux journal daté de 1987.
Un article sur un jeune homme ambitieux, Philippe Moreau, alors inconnu du grand public, photographié dans une rue du 13e arrondissement, distribuant de la nourriture à des sans-abri avec une association locale. Ce n'était qu'un coup de com', marmonna Philippe. Peut-être, mais regarde ça, dit Luc en sortant une enveloppe. Tu m'as dit que tu n'avais pas reçu de visite récemment, non? Aucune, pourquoi? Ce matin, j'ai glissé un mot à une aide-soignante pour surveiller ton lit pendant que tu dormais. Et elle a trouvé ceci, sous ton oreiller. Philippe prit l'enveloppe d'un geste lent. Elle était banale, blanche, sans timbre ni nom. À l'intérieur, un morceau de papier plié en 4. Il le déplia avec précaution. L'écriture était tremblante, en lettres majuscules, comme si elle avait été faite par un enfant ou quelqu'un de pressé. Elle est revenue parce que tu as promis quelque chose il y a longtemps. Tiens ta promesse. Le papier lui glissa presque des mains. Une promesse. Le mot résonna dans sa tête comme un écho venu du fond des années. Une vieille scène lui revint, floue mais tenace. Une nuit pluvieuse, un abribus, une jeune femme enceinte, les vêtements trempés, les yeux gonflés. Elle avait froid. Il lui avait tendu une couverture. Et puis avant de partir, il lui avait dit, un peu par réflexe, un peu par gêne, « Je reviendrai, je t'aiderai. » Promis. Il n'y était jamais retourné. Philippe sentit un frisson le parcourir. Et si cette femme, et si cet instant, ce geste oublié avait semé une graine, une vie? Tu te souviens de quelque chose? Demanda Luc, attentif. Je crois que j'ai fait une promesse à une fille de la rue, il y a plus de 30 ans. Je ne l'ai jamais revue. Je ne sais même pas son nom. Luc tapota du doigt le papier. Et si cette fille avait eu un enfant? Et si cet enfant, aujourd'hui, c'était cette petite? Celle qui t'a appelé tonton? Philippe ne répondit pas. Le vertige le gagnait. Il se leva du lit, malgré les protestations de ses muscles affaiblis. Je dois la retrouver, Luc. Elle est réelle, elle est liée à moi. Alors on va commencer par là. Je vais fouiller les dossiers d'associations d'aide aux sans-abri des années 80. Peut-être que ton visage de l'époque apparaissait plus souvent que tu ne crois. Et surtout, je vais demander à un ami hacker de récupérer les données brutes des caméras de l'hôpital. Même si elles ont été effacées, il reste parfois des fragments. Philippe s'assit lentement. Son cœur battait vite, mais pas de fatigue, d'angoisse, d'anticipation. Pendant ce temps, au sous-sol de l'hôpital, un agent technique observait à nouveau les registres de la perfusion administrée par Sandrine. Il avait remarqué une ligne étrange, une modification du code médicament inséré quelques heures après le cri de la petite. Une ligne qui ne correspondait à aucun produit connu. Il hésita à en parler, craignant des représailles. Mais quelque chose dans sa conscience le poussa à imprimer une copie discrète qu'il glissa dans son sac. Dans l'aile ouest, Sandrine faisait les 100 pas, parlant à voix basse sur son téléphone portable. « Tu m'avais dit que c'était sans risque. Oui, il y avait une gamine. Non, je ne sais pas comment elle est entrée. Oui, je me méfie de Moreau maintenant. Il commence à poser trop de questions. » Puis elle raccrocha, les mâchoires crispées. Elle regarda en direction du couloir menant à la chambre 218. Il fallait agir vite, avant que les choses ne dérapent. À l'extérieur, Paris continuait de vibrer sous le rythme effréné de ses rues, ignorant encore qu'un secret longtemps enterré venait de refaire surface, et qu'une promesse faite sous la pluie allait changer une vie, peut-être deux. Sandrine s'était maquillée plus que d'habitude ce matin-là. Son visage, habituellement pâle et austère, portait désormais une couche d'apparente sérénité. Mais ses mains trahissaient ses pensées. Elle tremblait. Depuis l'incident avec la petite fille, elle sentait l'étau se resserrer, invisible mais réel. L'hôpital parlait, murmurait, observait. Et Philippe Moreau, ce patient jadis apathique, s'était soudain transformé en homme éveillé, méfiant, prêt à creuser des vérités qu'elle avait passé des années à maintenir enfouies. Elle entra dans la chambre 218 à 9h30 précise, comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas été accusée de tentative d'empoisonnement par une enfant surgie de nulle part. « Bonjour, monsieur Moreau », dit-elle, en affichant un sourire mécanique. Philippe ne répondit pas. Il la regarda longuement, les bras croisés, le regard froid. « Vous avez changé de parfum, Sandrine ?» Elle tressaillit à peine. « Oui, peut-être. Un cadeau d'une amie. » Il haussa les sourcils, puis détourna les yeux. Elle s'approcha du perfuseur, vérifia les branchements, mais évita de toucher à quoi que ce soit. « N'essayez pas de jouer la comédie, Sandrine.
Je sais qu'il y a quelque chose de pourri dans ce service, et je crois que vous en faites partie. » Elle s'arrêta, le dos raide, puis se retourna lentement. « Je vous assure, monsieur Moreau, je n'ai rien à cacher. L'enfant vous a probablement confondu avec quelqu'un d'autre. Elle connaissait mon nom, et elle savait ce que vous alliez me injecter. Je ne crois pas aux coïncidences, pas à mon âge. » Sandrine serra les dents, mais ne répondit pas. Elle sortit en silence. Ce même jour, Luc Garnier revint avec des nouvelles. Il avait obtenu, grâce à un contact à la sécurité informatique, des extraits corrompus du système de surveillance. Des images floues, dégradées. Mais une d'elles montrait très brièvement une silhouette juvénile courant dans le couloir, juste avant l'arrivée des infirmiers. Elle était là, Philippe. Ils ont effacé les images, mais on a un bout de vérité, une preuve. Philippe acquiesça, silencieux. « J'ai aussi quelque chose d'autre. Un type de la maintenance m'a filé un document. C'est un extrait du registre électronique de ta perfusion du jour de l'incident. Quelqu'un a modifié manuellement le code du médicament 1 heure après les faits, et ce code n'existe pas dans la base officielle. Donc Sandrine a falsifié les données. Ou quelqu'un d'autre l'a fait à sa place, mais elle reste la seule avec un accès complet au système. » Luc déposa le document sur la table, et j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous en dire plus. Un ancien employé de l'hôpital viré il y a 2 ans après avoir dénoncé un trafic de médicaments dans les soins palliatifs. Un lanceur d'alerte? Oui, il s'appelle Romain Delaunay. Il dit que plusieurs patients riches, comme toi, ont été testés avec des produits expérimentaux sans leur consentement, et que Sandrine faisait partie du groupe d'administration. Philippe sentit une rage sourde monter en lui. Il n'avait jamais été un homme moral, mais être réduit à un cobaye dans son lit d'hôpital, voilà ce qu'il ne pouvait tolérer. Où est ce Delaunay? Dans une maison isolée près de Melun. Il vit caché, mais j'ai réussi à lui fixer un rendez-vous demain. Tu viens avec moi? Je viens. Pendant ce temps, Sandrine recevait un message crypté sur son téléphone. Un simple mot, urgent. Elle se rendit dans les toilettes du personnel, verrouilla la porte et appela. Tu m'avais dit que c'était sous contrôle, murmura-t-elle, la voix agitée. Une voix d'homme grave et sèche répondit. La situation a changé. Moreau a bougé. Il cherche. Et la petite est toujours en liberté. Je peux faire. Taire Moreau. Encore une dose et... Non. Trop risqué maintenant. Tu dois garder ton poste. On gère ça autrement. Et si la gamine refait surface, tu sais quoi faire. Elle raccrocha, le souffle court, puis se regarda dans le miroir. Le visage qu'elle y vit ne lui plaisait plus. Trop de peur, trop de dettes. Elle se murmura « Tiens bon encore un peu ». Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la gamine n'avait jamais cessé d'observer. Depuis un coin discret du parc adjacent à l'hôpital, Élise, car tel était son prénom, observait les va-et-vient du personnel. Elle se cachait entre les buissons, vivait de restes volés dans la cafétéria, dormait sous une bâche. Mais ses yeux, toujours vifs, cherchaient un seul visage, celui de Philippe Moreau. Elle n'avait plus peur. Elle avait une mission. Et elle savait qu'elle devait lui dire la vérité, toute la vérité, même celle qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Le lendemain, dès l'aube, Philippe Moreau s'habilla seul. Il avait exigé d'être autorisé à sortir pour une journée, malgré les protestations du médecin. Sa condition physique restait fragile, mais sa volonté, elle, semblait renaître. Un mélange de détermination et d'angoisse l'habitait. Luc Garnier l'attendait devant l'entrée de l'hôpital, assis au volant d'une vieille Peugeot noire, discrète comme lui. « Prêt à affronter les fantômes ?» demanda-t-il en lui ouvrant la portière. « Plus que jamais. » Ils roulèrent, en silence pendant un long moment, traversant les faubourgs de Paris vers les quartiers oubliés, les rues grises et chargées d'histoires que Philippe n'avait pas revues depuis des décennies. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface, des visages flous, des promesses faites trop vite, trop jeunes. Leur destination était un centre d'accueil temporaire à Ivry-sur-Seine, un ancien entrepôt réaménagé en abri de nuit, géré par une femme d'origine algérienne nommée Aïcha. Luc l'avait contactée grâce à un réseau d'assistance aux enfants sans domicile fixe. Aïcha connaissait les rues, les enfants perdus, les drames quotidiens dont la société détournait les yeux. Ils entrèrent dans un espace modeste, saturé d'odeurs de soupe, de désinfectants et de linge humide. Des enfants dormaient sur des matelas au sol, d'autres jouaient en silence dans un coin, surveillés par des bénévoles fatigués.
Aïcha, grande, au regard ferme et au sourire rare, les attendait près d'un radiateur cassé. « Vous êtes le riche mourant ?» demanda-t-elle. Sans détour. Philippe esquissa un sourire triste. Le mourant peut-être, le riche, moins utile qu'on croit. Elle les invita à s'asseoir dans une petite pièce exiguë servant de bureau. « Luc m'a parlé de votre fille, Élise, c'est ça ?»« Je ne suis pas certain, » répondit Philippe. « Mais elle m'a appelé tonton, et elle m'a sauvé. Elle est apparue dans ma chambre d'hôpital. Elle a crié que l'infirmière voulait m'empoisonner, et elle a disparu. » Aïcha pencha la tête, intriguée. Une petite fille, brune, très maigre, les yeux clairs, toujours avec une veste trop grande. « Ah oui, c'est elle. Vous la connaissez ?» Aïcha soupira longuement puis fouilla dans un tiroir. Elle en sortit une photo usée, froissée, prise avec un téléphone de mauvaise qualité. On y voyait une fillette assise sur un trottoir, entourée de sacs plastiques, les jambes croisées, l'air absent. Elle s'appelle Élise. Elle a environ 8 ans, peut-être 9. Elle refuse de dire d'où elle vient. Mais elle a une obsession étrange. Elle parle souvent d'un tonton riche qui a promis de revenir chercher sa maman. Elle dit que sa mère attendait quelqu'un, que ce quelqu'un l'a abandonnée. Elle parle de promesses brisées, de justice. Philippe sentit une pression dans sa poitrine. Et sa mère, vous la connaissez? Elle s'appelait Claire. Je l'ai connue ici. Une femme douce, fragile. Elle ne parlait jamais du père. Elle est morte il y a 3 ans, d'une infection. Elle vivait dans la rue avec sa fille en se cachant. Elle refusait les foyers officiels, disait qu'on les séparerait. Alors elle mendiait, chantait parfois sur les quais. Le nom tomba comme une pierre dans la mémoire de Philippe. Claire, une rencontre brève, passionnée, dans les années 90. Une nuit passée sous Parque. Il se souvenait de ses yeux, de ses silences, et surtout du matin où il était parti sans un mot, par peur, par lâcheté. « Elle ne vous a jamais parlé de moi ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Non. Mais elle écrivait des lettres. Beaucoup. Et elle en gardait une, toujours pliée dans la poche de sa veste. Une lettre qu'elle disait destinée à celui qui avait tout oublié. Luc, en retrait, observait la scène en silence. Il savait ce que Philippe ressentait sans qu'il ait besoin de parler. « Où est Élise maintenant ?» demanda Philippe. « Elle vient et repart. Elle n'aime pas rester longtemps. Elle vit comme un fantôme. Mais je peux prévenir mes contacts dans les gares, les soupes populaires, les lieux qu'elle fréquente. Faites-le. Je dois la voir. Je dois lui parler. » Aïcha acquiesça lentement. « Mais sachez une chose, monsieur Moreau. Elle n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un père. Et ça, c'est plus dur à être qu'un millionnaire. » Ils quittèrent le centre en silence. Sur le chemin du retour, Philippe ne cessait de regarder la photo d'Élise, les mains tremblantes. Son visage lui rappelait quelque chose de lui. Une forme du menton, le pli d'un sourcil. Mais c'était son regard, surtout, qui l'avait frappé. Un mélange de défi et de douleur. « C'est ma fille, Luc », dit-il finalement. Luc ne dit rien. Il savait. Et il comprenait que désormais, rien ne serait plus comme avant. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation silencieuse. Philippe, libéré provisoirement de l'hôpital grâce à la complicité discrète de son médecin, se lança dans une quête qui semblait irréelle. Retrouver une enfant fugitive dans une ville de 12 millions d'âmes. Mais ce n'était plus un caprice, ni un sursaut de culpabilité. C'était une nécessité viscérale, une urgence intérieure. Avec Luc à ses côtés, ils établirent un itinéraire fondé sur les récits d'Aïcha et les informations de terrain. Élise avait été vue plusieurs fois dans des lieux bien précis. Les couloirs du métro Gare de Lyon, les soupes populaires de Bastille, le square désaffecté derrière l'église Saint-Ambroise, et parfois près de la scène où elle chantait pour quelques pièces. Chaque endroit racontait une histoire. Un vieil homme dans un abri leur dit qu'elle distribuait parfois des sandwichs qu'elle obtenait Dieu sait comment. Une femme d'origine roumaine affirma l'avoir vu consoler un garçon battu par son père. Partout où il passait, les traces d'Élise se faisaient sentir, comme une présence discrète mais marquante, presque légendaire. Elle n'était pas une enfant comme les autres. Elle était une survivante, une passeuse d'ombre. Philippe notait chaque détail. Les heures, les vêtements, les habitudes.
Il commençait à dresser le portrait d'une fille qui, malgré l'abandon, n'avait jamais cessé de tendre la main aux autres. Une enfant brisée, mais lumineuse. Mais à mesure que les jours passaient, une autre idée s'imposait. Et si Claire, la mère, avait bien dit la vérité? Et si Élise était réellement sa fille? Une conclusion s'imposait, chaque fois plus forte. Il devait obtenir une preuve. Luc le convainquit de consulter un ancien contact au sein de la protection de l'enfance, capable d'accéder à des archives confidentielles. Ils retrouvèrent l'homme, un certain Damien Fournier, dans un café discret de Belleville. Il accepta de consulter les dossiers anciens à condition que tout reste entre eux. Claire Dumas, dit-il en feuilletant, un dossier. Date de naissance 1973. Plusieurs tentatives d'admission dans des centres, toujours refusées. Un enfant déclaré en 2016. Pas de père mentionné. Prénom de l'enfant. Élise. C'est elle, souffla Philippe. Vous voulez un test ADN? Je veux la vérité, répondit Philippe. Rien de moins. Damien promit de lui faire parvenir une trousse de prélèvement discrètement, sans alerter les services officiels. Mais encore fallait-il retrouver l'enfant. Un soir, alors qu'ils marchèrent dans une ruelle près de République, Luc aperçut une silhouette familière assise sur un carton. Une petite fille, les genoux serrés contre elle, fixant la vitrine d'une boulangerie fermée. Mais, au moment où Philippe s'approcha, un chien aboya, elle se retourna et s'éclipsa en courant. Ils la poursuivirent, traversant des ruelles sombres, des escaliers de service, des passerelles piétonnes, jusqu'à la perdre près des quais. Haletant, Philippe s'adossa à un mur, le cœur battant à rompre, l'émotion le submergeant. « Elle me fuit, dit-il, les yeux embués. »« Elle te teste, corrigea Luc. Elle veut voir si tu vas vraiment la chercher, ou si tu vas encore disparaître. » Ce soir-là, Philippe décida de lancer un appel public, non pas en tant que milliardaire reclus, mais comme père à la recherche de sa fille. Avec l'aide de Luc, il enregistra une vidéo simple, sans maquillage, dans laquelle il s'adressait à Élise. « Si tu vois ça, Élise, sache que je ne suis pas venu te reprendre ce que la vie t'a laissé. Je suis venu tenir une promesse. Tardive, injuste, mais vraie. Je suis ton père. Et je suis désolé. Je veux te connaître. Et si tu veux, je suis là. Pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. » La vidéo fut diffusée sur plusieurs réseaux, partagée par Aïcha par des associations, reprise timidement par certains journalistes. Pendant ce temps, Sandrine réapparaissait à l'hôpital accompagnée d'un avocat au costume impeccable. Elle portait plainte pour diffamation contre l'établissement et contre Philippe. Elle accusait une machination orchestrée par un patient instable, influencé par des souvenirs délirants. Mais quelque chose clochait. Son regard n'était plus assuré. Derrière les mots techniques, on percevait une inquiétude sourde. L'enquête interne, à la suite du signalement discret du technicien de maintenance, avait révélé d'autres anomalies dans les dossiers. D'autres patients, d'autres erreurs suspectes. Le ver était dans le fruit. Et Philippe, sans le savoir encore, était sur le point de faire éclater une vérité plus grande que sa propre histoire. Mais pour l'instant, il n'avait qu'un objectif: retrouver Élise, lui parler, et surtout, l'écouter. Car c'était elle, désormais, qui détenait les clés de sa rédemption. Le vent d'automne balayait les feuilles mortes sur les trottoirs de Paris, et Philippe marchait lentement entre les pierres du cimetière de Thiaïs. Luc, à ses côtés, ne disait rien. Il s'était rendu là sur les indications d'Aïcha, qui avait confié à Philippe l'adresse du lieu où Claire avait été enterrée, sans cérémonie, dans un carré commun pour indigents. Une tombe sans nom, seulement un code, une date et le silence. Philippe s'arrêta devant la dalle de béton fissurée. Un frisson le traversa, mais il ne pleura pas. Il resta debout, droit, incapable de détourner le regard de cette plaque impersonnelle. « J'aurais dû revenir », murmura-t-il. Luc, discret, resta en retrait. Il savait que cette scène ne lui appartenait pas. Philippe sortit une petite enveloppe de sa poche. À l'intérieur, une photo ancienne, prise lors de l'unique nuit qu'il avait partagée avec Claire. Elle souriait, un sourire timide, le regard tourné vers lui dans un halo de lampadaire. Il posa la photo au pied de la dalle, à défaut de fleurs. « Je ne savais pas, je ne voulais pas savoir. Et maintenant, je sais. Mais c'est trop tard. » Il resta ainsi plusieurs minutes, puis fit demi-tour, le pas plus lourd. Sur le chemin du retour, Luc reçut un appel d'un bénévole d'un centre d'hébergement temporaire.
Une femme de ménage, avait reconnu Élise sur l'une des affiches diffusées par Philippe. Elle l'avait vue près du canal Saint-Martin, dormant sous un pont, 2 jours auparavant. Ils s'y rendirent sans perdre une seconde. Sous le pont, il ne restait que des traces, une couverture humide, une boîte vide, un nom gravé dans la pierre avec une pierre plus dure, Élise. Mais l'enfant n'y était plus. En fin de journée, une nouvelle pièce vint s'ajouter au puzzle. Luc, qui n'avait jamais cessé de fouiller les abris, retrouva dans un centre une petite boîte en plastique contenant des affaires personnelles de Claire, laissées à sa mort. Il l'apporta à Philippe sans un mot. À l'intérieur, quelques objets simples, une brosse à cheveux, une écharpe effilochée, un carnet usé. Et au fond, une lettre, une enveloppe jamais envoyée, adressée à Philippe Moreau. Société Moreau & Fils, Paris. Les mains tremblantes, Philippe l'ouvrit. Philippe, je ne sais pas si cette lettre t'arrivera un jour. Je ne sais même pas si tu te souviens de moi. Peut-être que pour toi, je n'ai été qu'un soir, une distraction, un geste de charité. Mais pour moi, ce soir-là a changé ma vie. Parce que quelques semaines plus tard, j'ai compris que je portais ton enfant. J'ai voulu te retrouver, mais je n'avais rien. Pas ton adresse, pas ton vrai nom. Seulement ce que tu m'avais dit, là, sous la pluie, quand tu as posé cette couverture sur mes épaules. Je reviendrai, promis. J'ai attendu. J'ai espéré. Et puis j'ai arrêté d'attendre. J'ai élevé Élise seule dans les rues, dans les foyers. Elle est brillante, Philippe. Curieuse, courageuse, plus forte que moi. Elle mérite mieux que ce que je peux lui offrir. Si un jour tu lis ceci, j'espère seulement que tu te souviendras et que tu regarderas en arrière, ne serait-ce qu'une fois. Claire. Philippe lut la lettre 3 fois, en silence. Puis il la posa sur ses genoux, la tête baissée, les yeux humides. Je l'ai abandonné, Luc. Pas une, mais 2 fois. Claire et Élise. Luc s'agenouilla devant lui. Tu peux encore réparer. Tu l'as dit toi-même. Il n'est pas trop tard tant qu'il y a de la vie. Et Élise est là, quelque part. Elle n'attend pas ton pardon. Elle attend ton engagement. Ce soir-là, Philippe fit une déclaration publique. Il ne se cacha plus. Il affirma devant les caméras que la petite fille recherchée était sa fille, que sa mère était Claire Dumas, qu'il avait failli en tant qu'homme, mais qu'il allait tout faire pour se racheter. La vidéo fut partagée massivement. Des messages affluèrent. Des anonymes racontaient leurs propres histoires de paternité ignorée, de promesses oubliées. Élise, où qu'elle fût, verrait ce cri lancé dans l'espace numérique. Mais elle se méfiait des mots. Ce fut Aïcha quelques jours plus tard qui transmit la nouvelle. Élise avait été vue. Elle dormait dans une station de métro désaffectée, au nord de la ligne 12. Une de ses anciennes amies de rue l'avait reconnue et lui avait parlé de la vidéo. Élise avait écouté sans dire un mot, puis elle s'était levée, les yeux brillants, et avait dit seulement « S'il me veut vraiment, qu'il me trouve là où je me cache toujours, là où j'ai appris à ne pas espérer. » Le message était clair. Ce n'était pas un pardon qu'elle offrait. C'était un défi, et Philippe, cette fois, était prêt à le relever. Il pleuvait sur Paris. Une pluie fine, persistante, comme un voile silencieux entre le passé et le présent. Philippe Moreau, vêtu d'un imperméable sombre, descendait lentement les marches glissantes de la station Jules Geoffrin, au nord, de la ligne 12. À chaque pas, il sentait le poids de ses fautes, mais aussi une étrange légèreté, née de la détermination. Il n'était plus le même homme. La lettre de Claire l'avait brisé puis reconstruit. Elle l'avait dépouillé de tout orgueil, mais lui avait rendu quelque chose de plus rare. Une raison de continuer. Luc l'attendait en bas, à l'entrée, d'un couloir muré, connu des SDF comme l'un des recoins les plus discrets du réseau souterrain. Un abri officieux, où l'on survivait loin des regards. « Elle est là », murmura Luc. Une amie d'Aïcha l'a vue entrer hier soir. Elle ne sort presque plus. Elle dort dans un coin reculé avec son sac à dos contre elle. Philippe hocha la tête, son cœur battait vite. Il inspira profondément, puis avança. Ils passèrent un premier couloir, puis un deuxième. Le bruit des trains s'estompait peu à peu. Le silence régnait, habité seulement par l'humidité et le souffle lointain des bouches d'aération. Et enfin, dans l'ombre, ils la virent. Elle dormait, recroquevillée sous un manteau bien trop grand.
le visage à moitié dissimulé sous une capuche. À côté d'elle, une peluche usée, un carnet à spirale et un petit sac plastique contenant des restes de nourriture. Philippe s'agenouilla doucement. Il ne parla pas tout de suite. Il resta là simplement à la regarder respirer, à reconnaître dans ses traits ceux de Claire, mais aussi les siens, les sourcils, la ligne du nez, une mèche rebelle, un mélange de douleur et de beauté. Puis il murmura « Élise ». Elle ouvrit les yeux brusquement. Instinctivement, elle se redressa et recula, prête à fuir. Mais il ne bougea pas. Il leva les mains, lentement. « Je ne veux pas te faire peur. Je ne suis pas venu pour t'obliger à quoi que ce soit. Je suis venu parce que je n'en pouvais plus de ne pas savoir, de ne pas te connaître. » Elle le fixait, méfiante. Elle ne dit rien. « Tu m'as sauvé, dit-il. Ce jour-là, à l'hôpital. Sans toi, je ne serais peut-être plus là. Je ne l'ai pas fait pour toi, dit-elle enfin. Je l'ai fait pour... Maman, elle disait que t'étais peut-être quelqu'un de bien, même si t'étais parti. Elle t'a attendu toute sa vie. » Il ferma les yeux un instant, touché en plein cœur. Elle avait raison. J'ai été lâche, j'ai fui, j'ai préféré oublier. Mais je ne veux plus faire ça. Je ne suis pas là pour réparer ce qui ne peut pas l'être. Je suis là parce que j'ai envie d'apprendre à être ton père, si tu veux bien. Un silence s'installa, long, dense. Puis Élise posa une question, simple mais tranchante. « Et les autres, ceux qui dorment ici, qui pleurent dans les couloirs, tu les vois aussi ?» Philippe resta muet un instant. Il comprenait. Ce n'était pas seulement son pardon qu'elle testait, c'était sa capacité à s'élever au-delà de lui-même. « J'allais voir, répondit-il enfin, et je veux les aider aussi. Si tu me laisses t'aider, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux, je suis prêt. » Elle l'observa longuement. Puis, lentement, elle tendit la main. Pas entièrement, mais juste assez pour qu'il la saisisse. Luc, témoin discret de la scène, détourna le regard, laissant à ce moment son intimité. 2 jours plus tard, un échantillon d'ADN prélevé, discrètement sur une brosse de Claire, et comparé avec celui de Philippe, confirma ce que le cœur savait déjà. Élise était sa fille. La nouvelle fut gardée privée. Philippe ne voulait pas d'explosion médiatique. Il voulait du vrai, du solide. Il voulait d'abord construire, pas exposer. Il loua un petit appartement dans le 11e arrondissement, modeste mais lumineux, avec une chambre spécialement préparée pour Élise. Elle accepta d'y dormir quelques nuits, sous réserve qu'il ne l'interroge pas trop. Elle voulait du temps, de l'espace. Et il lui donna tout cela. Mais surtout, il écouta. Elle lui raconta Claire, ses fuites, ses chansons, ses crises d'angoisse, ses histoires inventées pour endormir la peur. Elle lui parla des matins froids, des nuits de métro, des adultes méchants et des amis fugaces. Et il écoutait. Chaque mot, chaque silence. Parallèlement, les avocats de Sandrine intensifiaient les attaques contre lui, des menaces de poursuite, des diffamations médiatiques. Mais Philippe ne fléchissait pas, car maintenant, il avait une raison. Il engagea une équipe d'investigation privée, rassembla les preuves, recontacta Romain Delaunay, l'ancien employé de l'hôpital. Ensemble, ils commencèrent à constituer un dossier solide, révélant un vaste réseau de détournements médicaux et d'expérimentation illégale sur des patients isolés. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, dans une petite cuisine silencieuse, Philippe coupait une pomme en tranches pendant qu'Élise dessinait un oiseau au feutre. Il la regardait en coin, admirant la concentration de ses gestes. Et elle parfois levait les yeux sans sourire, mais avec moins de distance. Il ne l'avait pas retrouvée. Il commençait à la rencontrer. Et cela suffisait. Paris vibrait sous la pluie, ses pavés luisants reflétant les néons flous d'une ville qui ne dort jamais. Dans le labyrinthe du métro, entre les couloirs, étroits et les quais souterrains, une silhouette frêle dormait emmitouflée dans un tas de couvertures, son sac à dos serré contre elle comme un trésor. C'était Élise. Malgré les jours passés chez Philippe, elle avait ressenti le besoin de fuir à nouveau. Trop d'émotions, trop de silence pesant. L'idée d'un père restait une abstraction douloureuse. Le bitume, lui, avait été plus constant. Ce soir-là, Philippe descendit à la station Châtelet, accompagné de Luc. Ils avaient appris par Aïcha qu'Élise avait été vue à plusieurs reprises dans les recoins les plus reculés de cette gare tentaculaire. Ils marchaient lentement, le regard scrutant chaque banc, chaque abri,
chaque coin d'ombre. « Tu crois qu'elle va encore fuir ?» demanda Luc. « Peut-être, mais je ne partirai pas sans lui parler, même si c'est la dernière fois. » Ils longèrent le quai de la ligne 7, puis s'engagèrent dans un tunnel de correspondance partiellement condamné. Là, sous une vieille affiche déchirée, Philippe l'aperçut. Élise dormait, recroquevillée, les bras entourant ses genoux. Il s'approcha sans faire de bruit, s'agenouilla doucement à côté d'elle et resta ainsi immobile. Puis il murmura « C'est toi qui m'as appris à vivre à nouveau. » Elle ouvrit les yeux d'un coup, comme un animal traqué, mais cette fois elle ne se leva pas. Elle le fixa, surprise. Philippe était en larmes. « Je t'ai cherché partout, Élise, mais c'est dans mon cœur que j'ai vraiment compris où tu étais. » Elle le regardait, muette. « Je ne suis pas venu pour te ramener, je suis venu pour rester, là où tu veux que je sois, même si c'est ici, dans ce tunnel, même si c'est à distance. » Élise sembla lutter intérieurement. Puis elle parla. « La voix cassée, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que j'étais un lâche, parce que j'ai fui, parce que j'ai eu peur de la responsabilité, peur de moi-même. Mais plus maintenant. » Elle serra les lèvres. Il poursuivit. « Tu m'as sauvé, tu m'as réveillé. Tu es venu au moment où j'étais prête à mourir. Tu as crié, tu as affronté l'adulte, le système, la peur. Et moi, je suis resté, là allongé. Tu m'as donné une deuxième chance et je veux l'honorer. » Un long silence suivit. Puis elle murmura. « Tu veux me prendre chez toi? Je veux que tu sois où tu te sens en sécurité. Et si c'est chez moi, ce sera ton chez toi. Mais je ne veux pas que tu sois seule. Plus jamais. » Elle détourna le regard, hésitante. Puis doucement, elle dit « Si je viens avec toi, tu m'aides à aider les autres ?» Philippe resta un instant sans voix. Puis il hocha la tête lentement. « Oui, pas comme un geste de charité, comme une promesse, comme un engagement. »« Alors, je viens, » souffla-t-elle. Il tendit la main. Elle l'attrapa. Ils sortirent, ensemble du tunnel, remontant lentement vers la surface. La lumière artificielle du métro laissa place à la pluie fine de Paris. Elle releva la tête, sentit les gouttes sur son visage. Elle sourit un peu. Chez Philippe, tout avait changé. Une chambre l'attendait, mais aussi des vêtements à sa taille, des livres qu'elle aimait, une table à dessin. Il ne lui demanda rien. Il l'écouta. Luc, discret, les observait de loin, témoin de cette transformation silencieuse. Il dit un jour à Philippe, « Ce n'est pas elle qui avait besoin d'un père, c'est toi qui avais besoin d'une fille. » Mais Élise, elle, posait ses propres règles. Elle dormait encore parfois dans un coin du salon. Elle sortait seule. Elle posait des conditions. Et un soir, elle dit, « Je veux qu'on fasse quelque chose pour eux, tous les enfants comme moi, ceux qu'on ne voit pas. » Philippe sourit. Il savait déjà le nom. Il allait porter le sien. « On va créer quelque chose, ensemble, une maison, une école, un lieu où on t'écoute, où on les voit. » Elle hocha la tête. Pas de joie spectaculaire, mais un oui profond, authentique. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était un commencement. Le palais de justice de Paris, imposant et austère, baignait dans une lumière froide ce matin-là. Une fine bruine tombait sur les marches de pierre, rendant l'atmosphère encore plus solennelle. Philippe Moreau, accompagné de Luc et de son avocat personnel, attendait dans le hall principal, le regard perdu dans les détails du plafond gothique. À ses côtés, Élise tenait sa main discrètement, les yeux baissés mais le dos droit. Elle avait voulu venir. Elle avait dit « Je veux voir ce que devient la vérité quand on la regarde en face ». Ce jour-là s'ouvrait l'audience publique contre l'hôpital Pitié-Salpêtrière, mais surtout contre Sandrine Leroy, accusée de falsification de dossiers médicaux, d'administration non autorisée de substances expérimentales et de mise en danger délibérée de patients. L'affaire, déclenchée par les événements autour de Philippe et les révélations de Romain Delaunay, avait pris une ampleur nationale. Dans la salle d'audience, les journalistes occupaient les premiers rangs. La tension était palpable. Sandrine entra, entourée de 2 avocats en costume sombre. Elle affichait un masque de calme, mais ses mains trahissaient sa nervosité. Son regard croisa brièvement celui de Philippe. Un éclair de haine, de défi, mais aussi une lueur de peur. Le juge, impassible, ouvrit la séance. Les premiers témoignages se succédèrent. Des anciens collègues, des techniciens, un directeur, administratif. Tous parlaient de petites irrégularités, de soupçons, de dossiers modifiés. Mais rien encore de suffisant pour la condamner. Puis vint le tour de Romain Delaunay.
l'ancien technicien de laboratoire entra avec assurance. Son témoignage fut précis, détaillé. Il parla de la période où il avait remarqué des protocoles parallèles dans le service, de médicaments non répertoriés, de pression pour faire taire ses remarques. Il cita des noms, évoqua des documents, et surtout il parla de Sandrine. Elle était au centre du système, dit-il. C'est elle qui recevait les flacons. C'est elle qui les administrait aux patients sélectionnés. Souvent des personnes âgées, isolées, sans famille. Personne ne se méfiait. Sandrine se leva brusquement. « Mensonge, vous m'utilisez comme bouc émissaire. Vous n'avez aucune preuve. » Le juge la fit asseoir d'un geste sec. Mais la véritable rupture survint lorsqu'un autre témoin inattendu demanda à comparaître. C'était le technicien informatique de l'hôpital, celui-là même qui avait découvert les enregistrements vidéo altérés. Il avait, en secret, conservé des copies des fichiers originaux avant leur suppression définitive. Les images furent projetées devant la salle. Elles montraient, floues mais indiscutables, Élise entrant furtivement dans le couloir menant à la chambre 218. Et, quelques minutes avant cela, un plan rapide sur Sandrine. Manipulant une seringue hors du champ des caméras officielles, Philippe sentit la main d'Élise se serrer autour de la sienne. « Voilà », souffla-t-elle. « Maintenant, ils savent. » Le juge ordonna une expertise complète sur tous les dossiers médicaux des patients décédés ces 3 dernières années dans le même service. La salle murmura. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Les avocats de Sandrine demandèrent une suspension de séance. Mais le coup final n'était pas encore porté. Luc, qui avait poursuivi discrètement ses recherches, transmit au procureur un fichier audio enregistré à l'insu de Sandrine. Une conversation téléphonique interceptée où elle évoquait clairement le vieux qui commence à poser trop de questions et la nécessité de terminer ce qu'on a commencé. La voix était reconnaissable, incontestable. Sandrine blêmit. Elle tenta de se lever, de nier. Mais le juge leva la main. « Madame Leroy, jusqu'à nouvel ordre, vous êtes en détention provisoire. La Cour estime qu'il existe des éléments graves et concordants justifiant votre mise en examen immédiate. » Un huissier s'approcha. Les menottes furent posées. Sandrine jeta un dernier regard vers Philippe, un regard vidé de toute fierté. La salle resta silencieuse un instant. Puis le juge annonça la levée de l'audience. À la sortie du tribunal, les caméras se braquèrent sur Philippe, mais il ne parla pas. Il regarda Élise, lui caressa les cheveux et s'éloigna avec elle. Les journalistes hurlèrent son nom. Ils n'en avaient cure. Le soir même, les chaînes de télévision rapportèrent les faits. Le visage d'Élise, flouté, apparut brièvement comme la fillette mystérieuse qui avait fait tomber un réseau entier de corruption hospitalière. Mais pour elle, ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une gloire, c'était justice. Philippe, dans l'intimité de leur appartement, la prit dans ses bras pour la première fois sans qu'elle ne recule. Ils restèrent ainsi silencieux. Un long moment. « Tu as changé ma vie, dit-il. C'était toi qui devais changer, répondit-elle doucement. Et dans ce silence partagé, il savait que quelque chose de nouveau commençait. Les semaines qui suivirent le procès furent à la fois calmes et bouillonnantes. Calmes à l'intérieur de l'appartement que Philippe et Élise partageaient désormais. Bouillonnantes dans les médias, où l'affaire Sandrine continuait d'alimenter les débats sur l'éthique médicale, la vulnérabilité des patients isolés et l'omerta des grandes institutions hospitalières. Mais Philippe, lui, gardait le silence. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Désormais, il agissait. C'est Élise qui prononça les mots les plus simples, un soir, en posant son carnet de dessin sur la table. « Et les autres? Tu n'as pas oublié ?» Il sourit. Il n'avait rien oublié. Depuis plusieurs jours, il travaillait avec Luc et une équipe de juristes pour fonder une structure. Pas une simple association caritative, mais une fondation solide, dotée de ressources, de statuts et surtout d'un objectif clair. Sortir les enfants de la rue et leur offrir plus qu'un abri, une voix, une chance, une famille. Ils l'appelèrent la Fondation Élise. Le lancement officiel eut lieu 1 mois après la fin du procès. Dans une ancienne usine réhabilitée du quartier de la Villette, Philippe organisa une conférence discrète. Peu de médias furent conviés. Ce n'était pas un événement de prestige, c'était un point de départ. Il monta sur une petite estrade avec Élise à ses côtés et dit simplement « Cette fondation porte un nom, celui d'une enfant qui, par son courage,
à rappeler à un vieil homme ce que signifie vivre, regarder, tendre la main. Ce n'est pas une dette que je paie, c'est un engagement que je prends. Et je ne suis pas seul. Autour d'eux, d'anciens enfants de la rue, des éducateurs, des médecins bénévoles, des juristes, des artistes engagés, tous touchés, de près ou de loin, par l'histoire d'Élise. Les premiers programmes furent simples: distribution de kits de survie, aide administrative, consultation médicale, ateliers d'expression. Puis vinrent les logements de transition, les tuteurs légaux volontaires, les campagnes d'information dans les écoles et les hôpitaux. Philippe modifia son testament. Une part significative de sa fortune, ainsi que plusieurs de ses propriétés à Paris, furent réaffectées à la fondation. Luc, toujours à ses côtés, prit la direction des opérations sur le terrain. Élise, elle, demanda à participer à tout. Elle voulait choisir les couleurs des murs, les prénoms des chambres, lire les lettres reçues par d'autres enfants, raconter son histoire sans pathos mais avec vérité. Un matin, alors qu'il visitait une maison d'accueil à Montreuil, Philippe fut pris d'un léger malaise. Il s'assit, blême, la main sur la poitrine. « Papa !» s'écria Élise. Le mot le frappa. C'était la première fois qu'elle l'utilisait sans ironie, sans distance. Il sourit malgré la douleur. « Ce n'est rien, juste un rappel que je dois ralentir. » Les médecins confirmèrent que son cœur restait fragile, mais son esprit, lui, semblait plus fort que jamais. Élise, désormais scolarisée avec un accompagnement spécialisé, brillait par sa lucidité. Elle dessinait sans cesse des plans de maison, des portraits d'enfants tristes, des scènes de retrouvailles. Elle voulait publier un jour un livre illustré, pour ceux qu'on oublie. Une nuit, Philippe la trouva assise dans le salon, les yeux dans le vide. « Tu n'arrives pas à dormir ? Je pensais à maman. Elle n'a jamais eu tout ça. Elle a souffert pour que je survive. Et tu lui rends justice, Élise. Chaque jour, tu crois qu'elle me voit ?» Il s'agenouilla devant elle, lui prit les mains. « Je crois qu'elle est en toi, et que chaque sourire que tu offres, c'est elle qui parle. » Elle ne répondit pas, mais le serra dans ses bras. Un geste rare, un geste total. Peu à peu, leur relation s'était consolidée. Ils ne se comprenaient pas toujours, ils se disputaient parfois, mais un lien solide, tissé par l'épreuve, les unissait. Philippe ne cherchait plus à être un modèle, il cherchait à être présent, disponible, humain. Un jour, une journaliste demanda à Élise « Tu penses qu'il est un bon père ?» Elle réfléchit un instant. « Je pense qu'il apprend, et moi aussi. » Philippe écouta cette réponse avec gratitude. Il n'attendait plus de reconnaissance. Il avançait un pas après l'autre, aux côtés de celle qui avait tout changé. La Fondation Élise devint en quelques mois une référence, non pas parce qu'elle avait de grands moyens, mais parce qu'elle parlait vrai, parce qu'elle portait un nom, un visage, une histoire. Des enfants commencèrent à témoigner, à sortir de l'ombre, à dire « Moi aussi j'ai dormi dans les métros, moi aussi j'ai eu peur de disparaître sans laisser de traces. » Et dans chaque voix, Philippe reconnaissait un peu de Claire, un peu d'Élise, un peu de lui, peut-être. L'hiver touchait à sa fin, et Paris commençait à s'ouvrir aux premières promesses du printemps. Les arbres de la rue Oberkampf bourgeonnaient timidement, et la lumière douce du matin baignait les façades encore froides des immeubles anciens. Dans un collège modeste mais lumineux du 11e arrondissement, un événement particulier se préparait. La classe d'Élise, accompagnée de ses professeurs, allait présenter un petit spectacle de fin de trimestre. Un montage de textes et de dessins sur le thème de ce que signifie avoir une maison. Philippe, vêtu d'un manteau sobre, les cheveux gris peignés avec soin, se tenait assis au fond de la salle polyvalente. Autour de lui, parents, tuteurs, éducateurs, bénévoles. À ses côtés, Luc filmava discrètement avec un vieux caméscope, parce que certains souvenirs méritent d'être en HD émotionnel, plaisantait-il. Le rideau se leva. Les enfants apparurent sur scène, timides ou exubérants, chacun dans son rythme. Certains lisaient des poèmes, d'autres montraient des dessins projetés sur écran. Quand ce fut le tour d'Élise, un bref silence précéda sa montée sur scène. Elle portait une robe simple, choisida por ella mesma. Son regard balaya la salle. Elle vit Philippe, et elle sourit. Elle s'avança, prit le micro et dit « Je vais vous parler de mon héros ». Un murmure discret parcourut l'auditoire. Ce n'est pas un super-héros. Il ne vole pas, il ne lit pas dans les pensées. Il ne sait même pas cuisiner sans brûler la poêle.
Mais un jour, il est venu me chercher là où personne ne venait jamais. Il n'a pas promis des choses impossibles. Il a dit qu'il voulait essayer. Et il a tenu parole. Elle marqua une pause. Son regard se fixa à nouveau sur Philippe et sa voix se fit plus douce. La vie m'a donné une deuxième chance. Elle a un nom. Et il est ici, à côté de moi. Philippe baissa la tête. Des larmes coulèrent librement sur son visage. Il ne tenta pas de les cacher. Autour de lui, d'autres visages s'émouvaient, touchés par la sincérité brute de cette déclaration. Élise descendit de scène sous des applaudissements discrets, mais sincères. Elle alla droit vers Philippe, l'attrapa par la main. « Viens, papa, ils veulent te voir aussi. » Il refusa d'abord. Il n'aimait pas les projecteurs, mais elle insista. Alors il monta avec elle, maladroitement, ému. Elle le plaça à ses côtés et dit « Voici Philippe, mon père, mon ami, mon point de départ. » Le silence fut total. Puis un tonnerre d'applaudissements jaillit. Philippe ne parla pas. Il leva seulement les yeux vers le plafond, comme pour chercher clair dans un rayon de lumière, comme pour lui dire merci. Après la présentation, dans la cour de l'école, Élise riait avec ses camarades. Elle courait, elle respirait, elle vivait. Philippe, appuyé contre un mur, regardait la scène avec cette paix étrange que seuls ceux qui ont frôlé la mort peuvent reconnaître, celle de n'avoir plus rien à prouver. La Fondation Élise continuait de grandir. De nouveaux centres s'ouvraient à Lyon, Marseille, Lille. Des enfants retrouvèrent leur famille, d'autres en construisaient une nouvelle. Des adultes s'engageaient. Des histoires naissaient. La rue cessait, pour certains, d'être une fatalité. Philippe avait réduit ses activités. Il consacrait ses journées à l'écoute, à l'écriture, à l'accompagnement. Il ne cherchait plus à diriger. Il voulait transmettre. Parfois, le soir, Élise s'asseyait près de lui, un livre à la main. « Tu crois que maman serait fière? Je crois qu'elle te regarderait comme moi je te regarde. » Avec les yeux pleins. Plein de quoi? Plein de vie. Ils s'endormaient souvent ainsi, l'un près de l'autre, sans grands mots. La nuit les enveloppait, mais elle n'était plus une menace. Elle était une pause, une respiration. Le jour de son 69e anniversaire, Philippe reçut un cadeau étrange. Un carnet. Sur la première page, Élise avait écrit « Pour que tu te souviennes toujours de ce qu'on a commencé et que tu n'oublies jamais que, même fatigué, on peut encore bâtir. » Il referma le carnet, le serra contre lui. Puis il alla la chercher dans sa chambre. « Viens, on sort. Où? Là où tu veux, tant que c'est ensemble. » Ils marchèrent longtemps, dans une ville redevenue lente. Ils parlèrent peu. Ce n'était plus nécessaire. Le lien ne passait plus par les mots. Philippe Moreau, ancien millionnaire brisé, avait trouvé ce qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Une cause, une fille, une vérité. Et Élise, petite, survivante des marges, était devenue la lumière d'un monde qu'elle avait vu d'en bas. La vie ne lui avait rien épargné, mais elle lui avait laissé l'essentiel, un nouveau départ.